Bienvenue à la communauté des consciences qui s'éveillent. Chaque mercredi matin, écoutez une interview exclusive avec un intervenant passionné par le mieux-être, alliant un équilibre entre l'âme, le corps et l'esprit. Des personnes en quête de sens porteront leur voix au micro du podcast pour vous apporter une meilleure connaissance de vous-même, des autres et de l'environnement. Il y aura aussi bien des thérapeutes que des médecins, des auteurs, mais pas que, puisqu'il y aura aussi des artistes, des réalisateurs, des journalistes et des porteurs de projets sens. Mon objectif est qu'après chaque interview, votre énergie se sente décuplée, que vous soyez reboosté pour croire en vos rêves et pour continuer votre cheminement personnel. Je m'appelle Evelyne Danglo, je suis professeure de français langues étrangères, mais aussi passionnée par le fonctionnement de l'humain, un brin idéaliste et rêveuse. Je suis convaincue que nous sommes des êtres illimités et que nous pouvons transcender toutes nos croyances limitantes pour arriver à une meilleure version de nous-mêmes sur Terre. Pour soutenir ce projet Sens, vous pouvez vous abonner au podcast pour suivre tous les épisodes, vous abonner à la newsletter sur le lien Linktrambio via le compte Instagram ou Facebook, nous suivre sur les réseaux mais aussi faire un don ou commander un Zafou ou Bolster de la marque Consciousness, fabrication française et produits de grande qualité assurés. Très belle écoute, à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui, je suis vraiment très contente d'accueillir au micro du podcast de l'éveil des consciences Sandra Giessinger. Alors, excuse-moi, j'ai du mal. C'est pas la première fois, j'ai l'habitude. Donc, Giessinger. Allez, tout simplement. Tu m'as dit en plus tout à l'heure, tu m'as dit Giessinger. J'avais envie de dire Giessinger, mais comme alsacienne, mais tu m'as dit non. Alors, je voudrais justement te présenter un petit peu, puis surtout présenter ton ouvrage intitulé « Les signes de ta présence » que je montre à la caméra pour les personnes qui regardent la vidéo, présenté aux éditions Le Duc et préfacé aussi par Sonia Barkala. Bien sûr, présenté comme un ouvrage profond, bien entendu, authentique, au travers duquel tu partages ton expérience. En racontant la perte de ta chère fille Axel, tu expliques ton parcours combatif pour te reconstruire et trouver aussi un sens au reste de ta vie, bien sûr, et celui de ta famille. Tu vas aussi nous parler des signes, de ces liens que tu as tissés au fil des années avec le monde invisible et le monde visible que tu vas apprendre à tisser au fil du temps. C'est ce qu'on disait aussi en off. Alors, tu es cofondatrice avec ton mari Pascal et 2 autres mamans endeuillées de l'association Les Mamans Lumineuses et les Papas aussi en Nouvelle-Aquitaine. Bien sûr, nous reviendrons sur cette association et tu nous expliqueras un peu justement tout ce que vous pouvez proposer aux personnes endeuillées. Alors Sandra, est-ce que peut-être tu peux te présenter, mais surtout, moi j'avais une question. Comment justement tu as vécu l'écriture de cet ouvrage ? Je sais que tu t'es laissée aussi guider par l'écriture inspirée. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, bonjour à tous et merci Evelyne de m'accueillir. Ça me fait vraiment très plaisir. Alors, pour revenir sur mon histoire, donc, je suis la maman de 2 enfants. Thibaut, qui avait à l'époque, donc il y a 4 ans, qui avait 23 ans, et Axel, que nous avons perdu lors d'un accident de voiture le jour de ses 20 ans. Elle rentrait de l'université et sur l'autoroute, malheureusement, elle a croisé un animal sauvage, comme ça peut arriver, un faisan. Et en voulant l'éviter, elle a perdu le contrôle de son véhicule. Évidemment, s'en est suivie une période de souffrance très profonde. Mais il se trouve que j'ai vécu tellement de choses que j'ai ressenti le besoin de mettre des choses en place très vite pour avancer. On y reviendra, je suppose, tu parlais des signes, donc on en reparlera. Pour remettre dans le contexte comment l'écriture de ce livre est arrivée, je vais citer un psychiatre qui est très connu dans le milieu du deuil, qui est Christophe Fauré. Et en fait, très rapidement, après le départ d'Axel, plusieurs personnes m'ont conseillé d'acheter son ouvrage, Vivre le deuil jour après jour, et ce que j'ai fait. Et pour moi, ça a été une véritable bouée de secours. J'y ai trouvé dedans des informations qui m'ont permis de comprendre que mes réactions étaient normales, que je ne devenais pas folle quand je pleurais du matin au soir, du soir au matin, quand j'avais envie de tout fracasser, quand j'avais même envie de mourir, parce que j'ai eu envie, malgré le fait d'avoir un autre enfant et d'avoir mon mari. C'est tellement absurde de perdre un enfant qu'il n'y a plus de sens, il n'y a plus rien.
Et du coup, de lire cet ouvrage, ça m'a tellement aidée. Et à un moment donné, Christophe Lauré propose un exercice qui est d'écrire tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on a envie sur la personne que l'on a perdue. Et j'ai commencé cet exercice et en fait, j'ai pas réussi. Je me suis trouvée devant une feuille blanche où je n'arrivais pas à décrire ma fille de manière factuelle, de manière cartésienne, j'ai envie de dire. Et ça m'a beaucoup frustrée d'ailleurs. Donc j'ai arrêté cet exercice-là. Je me souviens avoir été assez en colère de me dire que j'étais même pas capable de décrire ne serait-ce que ma fille physiquement. Et je me suis rendu compte finalement que les mots n'avaient pas assez de puissance, pas assez de force à ce moment-là pour expliquer comment je l'aimais. Donc j'ai attendu un peu et les mois ont passé. Je crois que j'ai dû commencer à écrire 6 mois après son départ et parce que c'est quelque chose qui est très présent chez moi, l'écriture. J'ai toujours beaucoup, beaucoup écrit. Donc c'était assez naturellement que je passe par cette ressource-là, en fait, pour m'exprimer. Et puis un jour, sans trop m'expliquer comment ni pourquoi et sans avoir une idée précise en tête, je me suis mis devant mon ordinateur. Et peut-être que c'était plus facile avec un clavier, j'en sais rien, qu'avec un stylo. Enfin, j'ai commencé à écrire. Et j'ai commencé, et en fait, je crois que je ne veux pas dire que je n'ai jamais arrêté d'écrire jusqu'à la fin de cet ouvrage, mais en tout cas, ça a été extrêmement facile. Tout est venu tout seul. J'ai presque envie de dire que même la façon dont le livre est composé, la manière dont les chapitres se suivent et la structure particulière que j'ai utilisée avec des passages entre ma fille et moi, et puis ensuite l'histoire. Enfin, tout ce que j'ai fait, c'est venu absolument tout seul. Et voilà, ça a donné ce que j'appelais un manuscrit. Et j'étais pas du tout partie pour le faire éditer chez Le Duc, ni même pour le faire éditer au départ. D'ailleurs, c'était plus pour moi. C'était mon ouvrage à moi. Et finalement, bah oui, Sonia Barcala en plus a préfacé ton ouvrage, donc ça c'est Mais quand oui, même. c'était encore moins prévu parce que moi je connaissais pas Sonia Barcala, donc c'était absolument pas prévu. En fait, j'ai commencé quand j'ai fini d'écrire ce manuscrit, j'ai commencé à le partager avec quelques parents parce que j'ai eu l'intuition, mais ça c'était très personnel, hein, c'était peut-être même prétentieux, hein, je ne sais pas. En tout cas, j'ai eu la sensation que mon témoignage pouvait aider. J'ai eu tellement de signes d'Axel, hein, donc que j'avais écrit. Hein. En fait, ce livre, c'est les 18 premiers mois après l'accident d'Axel. Et j'ai eu tellement de signes, j'ai vécu tellement de choses que j'avais besoin de le partager, en fait. Comme une façon de dire, voilà, ça m'est arrivé, ça peut t'arriver aussi, quoi. Et j'ai commencé à le faire lire à quelques parents autour de moi qui avaient perdu un enfant ou qui n'en avaient pas perdu aussi d'ailleurs, hein, parce que j'avais des amis qui étaient curieux de lire ce témoignage. Et bah, tous m'ont dit, il faut que tu fasses éditer ton livre parce qu'il peut aider des parents, quoi. Donc je me suis dit, bah, je vais le faire éditer. Je pensais le faire toute seule, hein, parce que je n'ai pas imaginé une seule seconde qu'un éditeur allait s'intéresser à moi. Donc, j'ai même pas cherché d'ailleurs à rencontrer un éditeur. Voilà. Et donc, la vie m'a amenée vers Sonia de façon totalement incroyable aussi. Et voilà. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. C'est très intéressant parce que finalement, tu expliques vraiment, bien sûr, les premiers jours, hein, c'est très profond. On rentre vraiment aussi dans tout l'émotionnel, tous tes ressentis et je trouvais que c'était important, en fait, finalement, tu vois, que tu partages vraiment ce que tu vivais, dans le sens où, tu as dû passer par ces phases, parce que je suppose qu'on ressent plein d'émotions, destructrices et désagréables, mais tu as su, en tout cas, traverser ces phases pour réussir, en tout cas, à donner du sens à ta vie et à aider d'autres parents. C'est vraiment ça, ce que tu as vraiment voulu faire, en tout cas, et ce pourquoi tu œuvres aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est intéressant, je rebondis sur ce que tu dis parce qu'effectivement, j'ai souvent culpabilisé d'avoir écrit le début du livre en exprimant mes émotions, c'est-à-dire les plus difficiles. Hein, et j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours. Je ne sais pas combien d'exemplaires ont été vendus du livre. L'année dernière, je crois qu'il y en avait 2000. Alors, je pense que dans l'année, il y en a eu
pas mal qui ont été vendus encore. J'ai eu beaucoup, beaucoup de retours. Mhm. Et alors, je me suis rendu compte que lorsque j'avais des retours de parents qui avaient perdu un enfant, tous, ils étaient touchés du fait que j'arrive à poser des émotions, des Mhm. mots sur les émotions D'accord. qu'eux-mêmes avaient vécues. Et lorsque ce sont des parents qui n'ont pas perdu d'enfant, Mm. quasiment tous Ouais. m'ont expliqué qu'ils avaient eu beaucoup de mal à lire ce qu'ils appellent la première partie de mon livre. Mhm. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était assez logique, c'est que les parents qui n'ont pas perdu d'enfant, forcément, ils se projettent, c'est-à-dire qu'ils Bien sûr. imaginent si Mhm. eux-mêmes perdaient leur enfant. Alors que les parents qui en ont perdu un ne se projettent pas puisqu'ils sont dans cette souffrance-là. Et donc, il y a une espèce de façon de lire le livre qui est évidemment différente d'une personne à l'autre. Et je me souviens que je culpabilisais un peu quand j'ai commencé à avoir des retours en me disant oh, il est dur ton livre au début. Bah oui, parce qu'effectivement, tu n'as pas perdu d'enfant, donc tu te projettes, imagines. Et j'ai Mhm. culpabilisé. Je me souviens avoir même mis un post sur ma page Facebook, sur mes réseaux, pour presque m'excuser d'avoir écrit cette première partie. Mais pour moi, elle était indispensable. Mhm. Elle Bien était sûr. indispensable pour qu'on comprenne ce que nous vivons et Mhm. pour que l'on comprenne aussi un peu, moi, le cheminement et la relation que j'ai développée avec Axel. Alors, celle que j'avais avant, quand elle était là, et celle que j'ai développée après son départ. Et pour Mhm. moi, c'était indispensable d'aborder cette souffrance-là, puisque de toute façon, cette souffrance-là, elle est Mhm. là. On ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Il y a tellement de choses où on fait comme si que, Oui, voilà, bien on ne sûr. peut pas tout cacher. Complètement. Alors, je voulais revenir aussi bah, sur justement, tes premiers contacts aussi avec Axel, avec le monde invisible. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça s'est manifesté à toi? Quels ont été les premiers signes? Alors ça c'est, alors déjà je précise que, j'étais déjà quelqu'un de très ouvert spirituellement. Oui, Heu tu le dis d'ailleurs. et quand, c'est important pour moi de le dire parce qu'en fait quand j'ai perdu Axel, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'étais convaincue qu'il allait se passer des choses. C'était pas Mmh. imaginable pour moi qu'Axel disparaisse de ma vie comme ça et voilà et c'est tout. Donc j'étais déjà dans quelque chose, alors je ne veux pas dire dans une attente parce que j'ai pas le sentiment, j'étais pas dans un état psychologique où je Mmh. l'attendais, j'étais Ouais. dans un état psychologique de souffrance, mais en fond, il y avait cette sensation que ça pouvait pas, il y aurait une suite. Et donc très rapidement, il s'est passé des choses, mais a assez enfin énormes quoi pour moi. Je me rends compte, alors je crois qu'elles étaient pas si énormes pour moi parce qu'elles étaient presque normales, mais quand je le racontais, Mmh. ça semblait complètement hallucinant. Notamment la première fois où j'ai vu Axel, hein, où c'était un matin où mon mari, on dormait très mal la nuit, hein, voire pas du tout. Mmh. Donc en général, on s'endormait plutôt le matin, hein, sur les coups des 4 heures du matin, c'est là où le corps il lâche et on s'endormait. Et à 6 heures du matin, mon mari se lève parce il se réveille, il n'arrive plus à se rendormir. Et comme il voit que je suis un petit peu entre deux, là, dans un demi-sommeil, je lui dis non, je reste au lit, ferme la porte, et je suis toute seule dans le noir. Et donc, je me laisse et je me sens repartir tranquillement, là, quand on s'assoupit, un entre-deux. Mmh. Et d'un seul coup, j'ai vraiment la sensation de sentir un mouvement au niveau du lit, comme un chat qui marche sur le lit. Ça m'était déjà arrivé, mais je n'avais jamais prêté attention. Enfin, je sais pas, c'était différent. Quand j'ai Mmh. senti ça, immédiatement, je me suis dit, c'est Axel. Et je me suis retournée. Alors, c'était très dur parce que j'étais dans ce qu'on appelle, alors ça porte un nom, c'est la paralysie du sommeil. Voilà. Mmh. Non, c'est vraiment une sensation où on a l'impression qu'on est très présent intellectuellement, c'est-à-dire que mentalement, je suis bien consciente que je suis réveillée, mais physiquement, le corps ne bouge pas. C'est très angoissant, hein. Il y a des gens qui ont généralement, c'est plus une angoisse qu'un plaisir. Là, en Mmh. l'occurrence, c'était tellement évident pour moi qu'Axel était là que je ne l'ai pas vécu comme une angoisse, mais j'étais en colère de ne pas réussir à bouger de mon corps. Et j'ai forcé comme une malade. J'ai encore cette sensation de forcer. Alors, j'ai un ami qui m'a dit: «Tu as fait une sortie de corps», mais j'en ai pas eu conscience sur le moment. Tout ce que je sais, c'est que je me suis retrouvée dans D'accord. l'autre sens et que là, j'ai vu ma fille qui avançait tout doucement, un peu comme quand elle était petite et qu'elle venait nous faire des surprises le matin, qu'elle arrivait tout doucement là et qu'elle Mmh. arrivait sur le lit comme ça. Mmh. Et ce qui était extraordinaire, c'est que j'étais dans le noir, mais elle, je la voyais comme si elle était en plein jour. Elle était pas C'est pas comme s'il y avait de la lumière sur elle ou
C'est comme si elle était en plein jour. Je ne sais pas très bien expliquer, hein, c'est toujours compliqué d'expliquer Oui, des bien choses comme sûr. ça en plus. Elle m'a souri. En tout cas, elle était hyper apaisée. Elle allait vraiment, j'ai senti, moi, je me suis sentie bien parce que je l'ai sentie, elle souriait, elle était vraiment bien. Et j'ai ouvert mes bras. Pareil, ça a été compliqué, mais j'ai réussi à ouvrir mes bras et à l'entourer avec mes bras. Et puis là, Mmh. instantanément, je me suis endormie et réveillée dans le même temps. C'est des choses qui doivent durer des millièmes de secondes, j'en sais rien. C'est compliqué à expliquer. Et ça a été des moments extraordinaires parce que c'était à la fois extrêmement douloureux Oui. et en même temps, c'était tellement bon de savoir qu'elle était là et dans mon esprit à moi, c'était une évidence qu'elle était là. Donc, Mmh. ça m'a beaucoup boostée, je dirais, pour avancer. Je lui ai d'ailleurs fait une promesse que je lâcherais rien et que j'avancerais. Et quand on fait une promesse à son enfant Mmh. comme ça, bah, il faut la tenir. Hein. Ah oui! En tout Et cas, ça c'est m'a. Mm. c'est une belle promesse. Alors je voulais rebondir sur quelque chose. En fait, c'est intéressant parce que tu expliques, hein, que tu as toujours été spirituelle. D'ailleurs, dans ton ouvrage aussi, tu racontes ton parcours aussi. Déjà depuis l'enfance, tu expliques un peu ce par quoi tu es passée et puis justement cette bulle familiale, ce cocon familial protecteur dans lequel tu te sentais complètement épanouie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que justement, est-ce que tu observes que des parents qui sont endeuillés, mais qui sont pas spirituels de base, ont des contacts comme ceux que tu as pu avoir avec Axel? Alors, j'ai observé 2 choses, hein, et elle est très intéressante ta question parce que ce sont des observations que j'ai fait depuis un moment. C'est qu'on a des parents qui sont très cartésiens, pas du tout spirituels, mais qui ont vécu des choses, aussi, voire encore plus extraordinaires que ce que moi j'ai vécu. Et j'ai à côté des parents qui sont pas forcément hyper cartésiens, qui auraient envie, qui ont envie de s'ouvrir et pour autant qui ne reçoivent pas de signes, ou du moins, moi je préfère dire qu'ils ne les voient pas. Et D'accord. je me suis beaucoup posé de questions. Qu'est-ce qui fait ces différences? Qu'est-ce qui fait Et j'en ai. Alors ça, c'est ma conclusion tout à fait personnelle, hein, Mmh. c'est mon Mmh avis mh. d'observateur, on va dire, d'observatrice. Je me suis souvent rendu compte que les personnes qui n'avaient pas de signes peuvent être tout à fait spirituelles, mais sont souvent des gens qui sont dans le mental, Mmh. des gens qui sont tout le temps en train d'attendre de façon très cartésienne, de façon très je veux ça et j'attends ça, enfin des gens qui sont vraiment dans le mental, Mmh. qui n'arrivent pas à lâcher prise là-dessus. Et du coup, bah, finalement, j'ai tendance à penser que ça doit faire une espèce de mur Mmh. de voile épais et que ça empêche quelque chose. Mmh. On parle quand même de signes et on est vraiment dans le subtil. Et ça, Mmh. ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut saisir. J'ai des petites anecdotes là-dessus. C'est vraiment dans le subtil et Mmh. dans la confiance. Et ça aussi, c'est important. Et moi, j'ai vu des gens très cartésiens qui avaient vécu des choses incroyables. Peut-être aussi parce que justement, ils étaient tellement pas dans l'attente de quelque chose, tellement ils n'y croyaient pas, que du coup, il y avait pas de. Ils n'étaient pas dans le mental, puisqu'ils ne cherchaient pas Mmh. à vivre un truc. Et donc, ils étaient dans un lâcher-prise involontaire, inconscient, et ça s'est produit. Donc, alors, je ne sais pas si ma théorie, elle est juste. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai eu l'impression d'observer. Mais, mais c'est vrai que c'est souvent un message que je donne aux parents qui me disent pourquoi moi, j'ai pas de signes. Mmh. Alors, je pense que tout le monde en a, sincèrement. Je pense qu'on ne les voit pas tout le temps parce qu'effectivement, on est dans le mental. Et ça, c'est super difficile. Il faut arriver au lâcher prise. Et le lâcher prise, on n'arrête pas de nous dire il faut lâcher prise, il faut lâcher prise. T'es Mmh. mignonne, ma cocotte, mais comment on lâche prise, hein? C'est C'est pas sûr. si facile que ça. Donc, je pense que ça, c'est avec du Ouais. temps et moi, je parle beaucoup de confiance parce que je suis certaine, là encore, c'est une conviction personnelle, que lorsque l'on fait confiance à nos êtres chers, donc en l'occurrence à mon enfant, eh ben, tout est possible. Et je te dis ça parce que tu l'as lu certainement, mais le premier message que j'ai reçu Mmh. d'Axel, donc juste après cette vision que j'ai eue d'elle, c'était un message d'Axel qui est venu dans la nuit Oui. me parler
et me dire, mais c'était tellement clair, c'était extraordinaire. J'ai entendu sa voix me dire, maman, fais-moi confiance, tu comprendras tout, tu sauras pourquoi tout est ainsi, tu seras heureuse, on se retrouvera. Et elle me disait ça en boucle. Et à partir du moment où je me suis réveillée avec ça, j'ai beaucoup pleuré déjà, parce que forcément, c'est extrêmement émouvant toujours de recevoir un signe de son enfant, mais là, en plus, c'était dans les tout premiers mois, et donc c'était incroyable pour moi. Et même si je m'attendais à quelque chose, c'était toujours très, très fort. C'est des cadeaux qu'ils nous font, donc il faut vraiment les recevoir comme ça. Mais à partir de là, je me suis dit, bah, j'ai confiance en ma fille. Ouais. Elle me demande de lui faire confiance, je lui fais confiance. Et même encore aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'ai perdu Axel, quand j'ai des moments de mou, et j'en ai très régulièrement, comme toutes les personnes qui perdent un être cher, qui sont d'autant plus un enfant, je me rappelle toujours que j'ai confiance en Axel et que je sais que ça va aller, quoi. Et ça, c'est un peu mon mantra. Et c'est ce que j'invite les parents à faire, c'est de faire confiance à leur enfant. Je pense que c'est C'est très beau ce que tu dis, mais d'ailleurs, j'avais aussi, quelque chose, j'avais écrit un passage, une phrase qui a beaucoup résonné en tout cas et qui m'a même donné les larmes. Je trouvais que c'était vraiment beau. C'est un message, d'Axel, donc ta fille. Il me semble qu'à ce moment-là, tu passes par un médium et elle te dit: «Maman, c'était mon heure, ça devait arriver, nous l'avions décidé ensemble avant même notre naissance». Et là, j'ai trouvé ça, hyper touchant. Qu'est-ce que tu en as fait? Bien sûr, comment est-ce que tu peux, on va dire, mettre en place, enfin, je sais pas si les mots sont justes, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce que tu en as fait? Voilà, comment ça a opéré en toi? Comment tu l'as vécu? Et comment tu l'as peut-être même transformé dans ta vie? Bah, je crois très sincèrement que les messages que nous recevons ne sont jamais des messages balancés par hasard, et que nos êtres chers nous donnent des messages que nous pouvons entendre, comprendre, et qui ont du sens personnellement pour nous. Celui-ci, il avait tellement de sens parce que, en fait, je te disais en off que j'écrivais, ou au début, je sais plus, au début, que j'écrivais énormément depuis toujours. Je crois que j'ai commencé à écrire, je devais avoir 8 ans. Alors les journaux intimes comme on fait, mais moi j'avais vraiment un besoin d'écrire parce qu'en fait mes 20 premières années n'ont pas été de très jolies années, et j'avais beaucoup de souffrance dans mon adolescence, mon enfance, et en fait j'avais même écrit ce que j'appelle donc un manuscrit qui n'a jamais été édité, hein. C'était quelque chose que j'avais écrit moi, mais qui était très important et que j'avais laissé ranger dans un endroit. C'était pas quelque chose de secret, mais c'était pas quelque chose dont j'avais pensé parler avec mes enfants dans l'immédiat. Voilà, ça fait partie des choses. Il n'y a pas de tabou chez moi, mais là, pour le coup, voilà, je m'étais dit, tiens, il faudra qu'on trouve le moment idéal pour pouvoir aborder les sujets de mon enfance. Et il se trouve que, comme c'était pas caché, en fait, c'était pas mis en évidence, mais c'était pas caché, que Axel, un jour, 2 ans avant l'accident d'ailleurs, hein, pratiquement jour pour jour, puisque c'était en novembre, hein, donc 2017, nous étions partis au Portugal avec mon mari. Et Axel, en rangeant des affaires qu'elle m'avait repassées, elle est adorable, elle me repasse mon linge pendant que je suis en vacances, ma fille, tu vois. Et en rangeant mon linge dans l'armoire, elle tombe dessus. Et donc, elle lit. Et quand on revient de congé, elle s'effondre, elle pleure, elle me dit: «Maman, je suis désolée, j'ai fait une bêtise, j'ai lu ton manuscrit, Les larmes de la lune». Et je lui dis: «Bah, c'est pas grave, bah, écoute, puisque tu l'as lu, on va en parler». Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est un cadeau, ça aussi. Je veux dire, il y a pas de hasard dans la vie. Il y avait pas de hasard, parce que si elle l'avait pas lu là, elle l'aurait jamais lu. Et donc, on n'aurait jamais pu aborder tous les sujets qu'on a abordés à partir de ce moment-là. Et c'est là où j'ai abordé tous les sujets spiritualité avec ma fille, où je lui ai raconté mon enfance. Et elle va me poser plein de questions. Et un jour, elle me dit: «Mais maman, comment tu as fait pour être heureuse, pour être la maman que tu es aujourd'hui, en fait?» Et je lui ai expliqué, je lui ai dit: «Bah, tu vois, j'ai rencontré un ami qui était bouddhiste et qui m'a expliqué que moi, le bouddhisme, je connaissais pas. J'ai pas été baptisée non plus quand j'étais petite, donc je n'avais pas du tout de notion religieuse.
Par contre, j'avais une forme de spiritualité de par des choses qui étaient en moi et pour lesquelles j'étais convaincue, notamment la vie après la vie, puisque j'ai lu Raymond Moody, j'avais 16 ans. Donc, c'était vraiment des questionnements chez moi depuis toute gamine. Et donc, je dis à ma fille que voilà, le bouddhisme, c'est la philosophie bouddhiste, c'est de considérer qu'on choisit en fait les étapes, les épreuves que l'on va vivre dans sa vie avant sa naissance. Et ça, c'est un sujet qu'on aborde ensemble. Et puis voilà, on en a plein d'autres. Et quand la médium, effectivement, me dit ça, c'était 3 semaines après le départ d'Axel. J'avais contacté cette femme par téléphone parce que j'avais absolument besoin de savoir si Axel allait bien. Ça paraît bizarre de dire ça parce que ma fille n'est pas là et je veux savoir si elle va bien, mais dans mon esprit, c'était OK. Il fallait que je sache si elle était bien là où elle était, etc. Et cette médium me dit, je ne sais pas comment vous dire ça, mais votre fille insiste, elle veut absolument que je vous le dise. Mais bon, écoutez, je vais le dire avec mes mots, je vais essayer de vous dire ça. Je ne sais pas si c'est pas trop tôt. Enfin, je sentais la médium en stress de me dire ça, et visiblement, ma fille qui insistait pour dire, dis-lui, quoi. Et donc, effectivement, elle me dit ça. Maman, on a choisi ensemble de vivre ça. C'est une épreuve qu'on a choisie avant notre naissance, toutes les deux. Et quand elle me dit ça, c'est dur. Alors, qu'est-ce que j'en fais sur le moment? J'avoue que j'ai pleuré pendant 3 jours. Ben oui. J'étais dans un état de souffrance tel que j'ai tout renié, hein, la spiritualité, immédiatement sur le moment, dans les premières semaines, je voulais même plus en entendre parler. Et ce message-là, 3 jours après, j'étais assise dans mon fauteuil et j'ai eu un flash. Alors, je ne suis pas du tout médium, hein. Je suis très intuitive, je suis très en connexion avec ma fille par intuition, par les signes, etc. Mais je ne suis pas du tout médium. Mais il arrive de temps en temps qu'il se passe des choses. Je ne les explique pas plus que ça, j'accueille ça. J'ai un flash et là, je vois ma fille, mais ça dure un millième de seconde, hein. Ça aussi, je ne sais pas comment l'expliquer. Et ma fille me dit, maman, c'est toi qui m'as expliqué tout ça. Ne renie pas tout ce en quoi tu crois. Et quand elle me dit ça, ça me fait comme je sais pas, c'est comme si ça remettait tout en place et je me dis, mais oui, je lui ai expliqué tout ça, je ne vais pas le renier aujourd'hui. Et donc là, c'est là où j'ai accroché le train, enfin le wagon, et où je me suis dit, non, tu ne peux pas renier tout ça. Et ce que j'en ai fait, c'est ça, c'est une force, c'est faire confiance à ma fille, me rappeler que on a pris des décisions ensemble parce que moi j'y crois, hein, c'est ma façon de voir les choses, hein, je l'impose à personne, mais en tout cas c'est ma conviction. Et donc si on a décidé de vivre ça ensemble, c'est qu'on a quelque chose à en faire. Et pour moi c'est une force parce que ce n'est pas pour rien. Et tout ce que je fais aujourd'hui, c'est dans cet esprit-là. C'est pour qu'il se passe des choses, c'est pour que je sais pas, c'est pour que ma vie elle ait du sens et que je puisse apporter aux autres. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on a transformé. Mais finalement, c'est ça, quand j'écoutais un discours il n'y a pas très longtemps, justement, avant la fin de notre vie, l'essentiel, c'est de donner de l'amour, de transmettre et puis d'aider l'autre. C'est vraiment ça. On parlait aussi en off de cette ouverture de cœur, de la vibration du cœur, de la force et du pouvoir du cœur, mais c'est exactement ce que tu es en train de faire dans cette vie physique avec toutes les personnes qui t'accompagnent et qui œuvrent, c'est vraiment de faire du bien aux autres tout en te faisant aussi du bien. Donc je trouve que tu œuvres pour le collectif et ça peut que résonner. En tout cas, c'est vraiment c'est beau et je trouve que c'est complètement en accord avec ce que tu incarnes aujourd'hui. Et puis tout ça n'arrive pas pour rien. Aujourd'hui, tu en es là pour ça et bravo. En tout cas, de faire du bien et d'aider les autres aussi. Mais dans un premier temps, il y avait aussi quelque chose que je voulais relever. C'était justement quand tu expliques dans ton ouvrage ce passage au sujet des administrations qui sont complètement déconnectées des émotions, du réel. Moi, je trouvais que c'était important peut-être de préciser aux auditeurs. Est-ce que tu peux nous partager ton avis là-dessus? Et est-ce que aussi tu as bénéficié justement d'aide psychologique à la suite de ça? Alors, je n'ai bénéficié de rien du tout, ni administrativement, ni psychologiquement, ni financièrement. Je crois que c'est vrai pour plein d'autres choses, hein, que ce soit pour les problèmes de maladie, hein, les gens qui ont des maladies, les gens qui ont des difficultés quelles qu'elles soient. Je crois qu'on est dans un système en France qui est absolument merveilleux parce qu'il y a beaucoup d'aides. Ça, on ne peut pas le renier. Il y a des pays où il n'y a rien du tout. Mais je crois que la grosse difficulté en France, c'est que ces aides-là,
on ne sait pas où aller les chercher et on doit aller les chercher soi-même alors qu'on est dans un état fracassé et que ça ne doit pas se passer comme ça. Je pense que c'est là où il y a un travail à faire énormissime. C'est de permettre aux aides d'arriver aux gens qui en ont besoin. Surtout quand tu n'es plus en état, parce que quand on t'annonce que ton enfant est disparu, il faut dire, il n'y a plus grand-chose qui tient en fait. Hein. Et c'est compliqué de se dire, bon, alors il faut que je prenne mon ordi, il faut que je tape ça, il faut que je fasse le dossier. Tu deviens l'héritier de ton enfant, déjà psychologiquement, c'est pas possible. On te remet, 5 jours après le décès de ton enfant, une pile comme ça de documents sur lesquels il y a écrit Axel Giessinger décédé. Mais c'est impossible à imaginer. Enfin, encore 4 ans après, je commence juste à réussir de temps en temps à placer les mots décédé ou mort, ce qui est encore compliqué, mais dans les semaines et les mois qui suivent, mais c'est de la torture en fait. C'est vraiment de la torture. Et le pire, c'est que les gens qui font ça n'en ont pas conscience. Ils s'en rendent absolument pas compte. Alors, je ne pense pas que les gens manquent d'empathie. Je pense que d'abord, le sujet du deuil est tellement tabou qu'on n'en parle jamais. Jamais. Du coup, quand on est face à quelqu'un qui a perdu un être cher, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment lui parler. Donc, la plupart du temps, on l'évite. Et donc, on ne va pas l'aider. On va pas l'aider. Et donc, non, je n'ai bénéficié d'aucune aide. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on a créé le projet Axel, qui est une liste de propositions justement qui vise un accompagnement plus humain au niveau administratif, financier et psychologique. Ce sont des propositions qui sont portées par l'association, effectivement, les mamans lumineuses et les papas aussi. Nous avons normalement rendez-vous d'ailleurs, nous avions rendez-vous le 13 février. Je pense que ça va être un peu juste, on va le remettre dans le courant du premier semestre avec une sénatrice au Sénat pour aborder ce sujet-là. C'est très, très long. Très difficile. Ouais. On est en France. Et en France, tout ce qui est administratif, c'est un parcours du combattant. Mais on ne va rien lâcher. On prendra le temps qu'il faut et puis on avancera tout doucement. Bon, soyez tenaces. Tout doucement, mais sûrement, comme on dit. Il y avait aussi plein de sujets. On expliquait surtout le lien que tu avais tissé avec ce monde invisible. Est-ce que tu veux nous partager des anecdotes? Tout à l'heure, tu disais que tu avais pas mal d'anecdotes à ce sujet-là. Écoute, j'en ai 2 que j'aime bien raconter. Une qui est dans le livre et une que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps sur le chemin de Compostelle. Ce sont 2 anecdotes que j'aime bien parce qu'en fait, elles illustrent bien ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'être dans le mental ou dans le cœur. Donc, je ne sais pas si j'ai le temps de raconter les 2, mais… Oui, bien sûr, tu peux raconter les 2. Voilà. Donc, la première, elle est arrivée très peu de temps après le départ d'Axel, puisque Axel nous a quittés le 12 octobre 2019. Et le week-end du 2-3 décembre, si je me souviens bien, qui suivait, donc très, très peu de temps après, je suis allée à une conférence à La Rochelle de l'association Sans Limites. J'y suis allée avec mon amie d'enfance. Il se trouve que mon amie d'enfance a elle aussi perdu sa fille 8 ans avant moi. Donc, on part toutes les 2, évidemment, parce que forcément, on était déjà très proches, mais là, on est liés par cette souffrance-là. Et donc, on part toutes les 2. On part la veille, parce que comme il y a 3h30 de route, moi j'habite à Biscarrosse, donc il y a 3h30 de route. On prend un petit hôtel et le soir, au moment de dormir, on s'allume une petite bougie. Il ne faut pas le dire parce que c'est interdit dans les hôtels, mais bon, on avait une toute petite bougie et on fait une petite prière. Et on demande à nos filles, on leur demande d'être là le lendemain. Et Flo, mon amie, elle dit à Léa, sa fille, écoute ma chérie, je sais, parce que Léa est très timide, elle lui dit, je sais que tu viendras peut-être pas, mais s'il te plaît, fais-moi un signe avec un cheval et je saurai que tu es là. Et ça me fera plaisir, c'est tout ce que je te demande. Ok, on se couche, on dort, on se réveille le lendemain matin, les yeux jusque-là, parce qu'on n'a pas beaucoup dormi, on est stressé. Et à partir du moment où on quitte l'hôtel jusqu'à la salle de la conférence, qui est à 200 mètres, on avait pris un truc à côté. Et je ne sais pas si tu peux nous imaginer, mais on ne se parle pas, on scrute partout. Si on voit une image, une photo, un truc avec un cheval. Et en fait, on fait ça jusqu'à ce qu'on arrive dans la salle et on ne voit rien. Et donc, on s'assoit. Et on continue à chercher quand même. Des fois qu'il y a quelqu'un qui rentre avec un sac où il y a une tête de cheval, enfin, j'en sais rien, n'importe quoi. Et il ne se passe rien.
Les gens commencent à rentrer, s'installer, s'asseoir. Donc, on se regarde toutes les deux. Puis, bon, on s'est dit, ouais, bon, il y a un peu de tristesse parce que voilà, là, pour le coup, on est bien dans le mental. Hein. Tu vois, on cherche le truc, on scrute, etc. Et puis, bah voilà, ça n'arrive pas. Les gens s'installent, il y a de plus en plus de monde qui arrive. Et puis, tout à coup, derrière moi, le téléphone du monsieur qui est assis derrière moi sonne. Donc, et il répond. Et c'est un monsieur qui parlait, qui avait une voix très forte, qui portait. Et on l'entend qui dit oui, salut, ça va et du coup, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Ah, moi, j'ai fait. Alors, moi, je me suis occupée d'un cheval, mais tu aurais vu le cheval. Et il n'arrêtait pas de répéter le mot cheval. Alors, nous qui sommes juste devant, t'imagines bien, on se regarde. Les larmes, oh là là, c'est magique. Bah voilà, on ne l'attendait pas celui-là. Hein. Et là, celui-là, il est au niveau du cœur direct. Hein, et tu le sens tout de suite. Hein, tu as des frissons, tu as tout. Comme c'est pas fini, la dame qui est devant moi, à ce moment-là, se lève, se retourne pour chercher un truc dans son sac, donc elle est face à moi, elle sort son téléphone portable, elle lit un message, et elle se tourne vers sa copine qui est face à ma copine Flo, et elle lui dit « C'est bon, Flo a eu le message ». Et elle range son téléphone portable. Et là, on se regarde, et repeur, et là on s'est dit « Bon, bah là c'est la totale, oui c'est sûr que Flo, elle a bien eu le message pour le coup, et là, on s'est dit, c'est génial, on sait que Léa et Axel, elles sont là. Et effectivement, le reste de la journée nous a montré qu'elles étaient là, puisqu'elles se sont manifestées toutes les deux au cours d'une séance de médiumnité. Donc, c'était assez magique. Et ça, c'est typiquement l'exemple de quand je suis dans le mental, je cherche partout, je scrute, j'attends, j'essaie de créer le truc. Quand je suis dans le cœur, bah, il y a un moment donné, tu es dans le lâcher-prise, tu n'attends plus rien, tu restes là, et il se passe quelque chose. Et là, tu sais que ça te touche direct. Voilà, c'est assez impressionnant. Et du coup, ce qui nous est arrivé à Compostelle, dans le même genre, donc avec mon mari, on a fait, c'est notre deuxième parcours, on fait des tronçons de 300 à 400 km. Et donc là, on était en Espagne, on fait le chemin du Nord, donc on est un peu isolé, on est vraiment dans des paysages magnifiques. Et là, on était dans un sentier et je passe la journée à voir des cœurs partout. Mais partout. Et partout où je regarde par terre, les cailloux, de toute façon, les cailloux, les pierres, tout a une forme de cœur. Je trouve ça juste hallucinant, je trouve ça génial. J'ai pris des milliards de photos, c'était excellent. Et à un moment donné, et je vois aussi beaucoup de papillons qui nous tournent autour. Donc, je challenge beaucoup ma fille parce que je lui parle beaucoup. Et je dis à Axel, écoute ma chérie, bon, je vois des cœurs, il y a des papillons, c'est chouette, mais allez, j'aimerais bien voir un papillon sur un cœur. Et je la challenge comme ça. Et donc, toute la journée, demain, je cherche, dès que je vois un papillon, hop, je regarde s'il va se mettre sur un cœur, sur une pierre en forme de cœur ou quelque chose, prête à dégainer mon téléphone, voilà. Donc là, encore une fois, je suis dans le mental total. Hein. Je passe la journée entière, mais vraiment la journée entière, à attendre qu'il se passe un truc, il ne se passe rien du tout. J'arrive le soir à l'albergue, enfin l'auberge où on dort, et je suis hyper déçue, jusqu'à ce que j'éteigne la lumière, il ne s'est rien passé. Et dans ma tête, je dis Axel, quand même, je pensais que c'était ton niveau, quoi. Alors, bon, ok. Et, bon, bah écoute, bah, on verra. Je m'endors et puis, étrangement, quand je me lève le lendemain matin, j'ai encore ça en tête. Et je dis à Axel, écoute, j'ai envie qu'on garde ce challenge. Là, je ne peux pas croire. Il y a un truc qui ne va pas. Et je crois que j'ai compris ce que c'est. Et je sens que je dois arrêter et lâcher prise. Et donc, effectivement, on prend la route avec nos sacs à dos. Et puis, sur les coups des 10 heures, on s'arrête dans un petit village. Et je dis à Pascal, j'ai passé du matin jusqu'à 10 heures, je voyais bien des cœurs, des trucs. Mais vraiment, je me suis dit, je ne m'en occupe plus, je laisse faire, je lâche prise. Et quand on est arrivé à 10 heures, je dis à Pascal, tiens, il y a un petit banc, on va aller s'asseoir et puis on va faire un casse-croûte. Et quand on arrive au pied du banc, il y avait un énorme cœur dessiné avec de la craie par un enfant. Et il y avait 2 énormes ailes de papillon dessus. Et j'ai trouvé ça magique. Tu vois, je ne l'attendais pas, il est là. Et comme c'est toujours pas fini, parce qu'ils aiment bien mettre double dose de fois, on a repris les sacs à dos, on est reparti. Et puis à midi, on s'est arrêté manger dans un autre petit village. Et on était en train de grignoter. Puis il y a une dame qui descend un escalier en face de nous. Et mon mari me dit, t'as vu la couleur de sa robe? Alors je regarde la couleur de sa robe. Et elle était orange. C'est la couleur préférée d'Axel. Et je dis à Pascal,
est-ce que tu as remarqué que là, sur sa robe orange côté cœur, il y a un papillon gravé? Waouh! Waouh, voilà. Et il y avait un énorme papillon gravé en broderie sur son côté cœur de sa robe orange. Waouh! Et là, j'ai dit, bah voilà. Et ça, je ne l'attendais pas, je ne l'ai pas cherché. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, en fait. C'est ça, être dans le mental, c'est chercher, chercher à tout prix. Et être dans le cœur, c'est laisser venir ce qui doit venir. Voilà. C'est pas Complètement. facile. Oui, c'est sûr que ça doit pas être facile, mais aussi, finalement, on parle de lâcher prise, mais aussi de, comment dire? Ne pas, être dans l'attente de quelque chose. C'est vraiment, poser une intention et puis à un moment donné, lâcher et Oui, attendre et ouais, vivre. Voilà, c'est là où ça bah, se c'est ça. présente. Poser une intention, oui, parce que bon, alors moi, ça, c'est mon avis, hein. Encore une fois, je donne jamais je dis que ce que moi je ressens, mais j'entends des fois des gens dire, je veux pas les déranger, je veux pas. Moi, franchement, à chaque fois que je me suis dit, bah, faut peut-être pas que je dérange Axel, parce que tu culpabilises des fois quand tu entends des trucs, hein, à droite, à gauche. Bien sûr, oui, Et bah, après à ça chaque fois peut que j'ai décidé de pas la déranger, c'est elle qui est venue me chercher. Donc, mmh, j'ai décidé que maintenant, je faisais comme moi je le sentais. Je lui parle tous les jours. Je ne lui prends pas la tête. Je lui parle, je lui mmh, demande des trucs. Et à chaque fois, j'ai des réponses. À chaque fois, il se passe un truc. En fait, ils aiment ça. Je veux dire, ils nous aiment comme on bien les sûr. aime. Donc, c'est un échange. Quand on est avec des gens qu'on aime, on leur parle. Donc, je ne vois pas pourquoi on devrait faire comme s'ils ne sont plus là. Mmh, C'est juste, voilà, on les aime, ils nous aiment, et puis ça s'arrête là. mmh. Alors, est-ce que pour terminer cette belle interview aussi, Sandra, est-ce que tu voudrais, rajouter quelque chose ou nous expliquer une dernière chose sur justement cette association, pour les auditeurs, les auditrices qui seraient, éventuellement intéressés? Oui, bien sûr. Ben, cette association, elle est née, 1 année après le départ d'Axel. Je sentais que j'avais quelque chose, je sentais vraiment physiquement en moi le besoin de faire quelque chose, bah, pour donner du sens au reste de cette vie-là. Et comme c'était certainement le bon moment, l'univers a mis sur ma route, 2 merveilleuses autres mamans, donc Hélène Gissereau et Caroline Chevalier. Elles sont toutes les 2 bordelaises. Et quand on s'est rencontrées, je ne sais pas comment expliquer, ça a été comme un coup de foudre, amical, enfin une évidence, un truc, qui a pas, voilà, on s'est mises à créer des choses toutes les 3 alors qu'on se connaissait à peine, mais c'était comme si de toute façon ça devait être, voilà. Donc on Mmh. s'est pas trop posé de questions, on a fait, et on a donc, commencé par créer un groupe privé, sur Facebook, qui s'appelle Les Mamans Lumineuses et les Papas aussi. Il est réservé exclusivement pour les parents qui ont perdu un enfant. Et puis, comme nous avions le projet Axel, on s'est dit qu'il fallait une association pour le porter. Et Mmh. donc, on a créé en mars 2021 l'association Les Mamans Lumineuses et les Papas aussi, du même nom. Et donc, on fonctionne, on est arrivé vraiment après la Covid, plus ou moins encore, hein, dans la Covid d'ailleurs, puisqu'il y avait encore des restrictions. On s'est vraiment adapté aux outils. Donc, on fait des groupes de parole tous les mois pour les parents, Mmh. pour les papas exclusivement, pour les frères et sœurs, pour les Mmh. parents qui ont perdu leur seul enfant ou tous leurs enfants, parce que oui, ça aussi, ça existe. Et on fait ces groupes de parole en visio tous les mois via l'association. On fait aussi des groupes de parole en présentiel, chacune Mmh. dans nos villes. Donc, moi à Biscarrosse et les filles à Bordeaux. Et depuis 2022, nous avons élargi le groupe avec des ambassadrices, c'est-à-dire des mamans qui se sentaient prêtes aussi à s'investir, qui sont parties. Alors, on est toutes formées auprès de l'organisme Empreinte, qui est Mmh. une association d'accompagnement au deuil. Donc, on est formées en tant que référent deuil et animatrice de groupe de parole. Et donc, ces mamans ambassadrices qui sont dans plusieurs villes. Donc, on a Rennes, D'accord. Chartres, Lyon, Toulouse, Bayonne et puis la Belgique, parce qu'on est aussi en Belgique avec Sarah Mmh. qui s'occupe non seulement de la Belgique, mais du nord de la France aussi. Et donc, ces D'accord. mamans-là sont formées, elles font les groupes de parole en visio et elles font aussi des groupes de parole en présentiel dans leur ville, dans leur région. Voilà. Et Mmh. puis, on organise des rencontres, on fait des conférences. Alors, à Biscarrosse essentiellement. La dernière, c'était sur le thème de la mort. Donc, la mort, si on la regardait autrement. Ouais. Sonia Barcala est venue faire une conférence sur les expériences de mort imminente, bien sûr. On avait Mmh. aussi un psychiatre qui parlait comment revenir dans la vie après, enfin, en cours de deuil.
Et puis Mélanie Chéreau, qui est journaliste à l'INRES, hein, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la rencontrer, Non, pas qui encore. nous a fait aussi une très jolie conférence. Et évidemment Sandra Meunier, qui est art thérapeute, hein, et qui nous a fait un spectacle apprenant juste éblouissant. Voilà, donc c'était une très très belle journée. Donc voilà, on essaie d'offrir ce genre de prestations aussi, et puis de parler du deuil, du deuil, du deuil et encore du Bien deuil, sûr. parce que c'est tabou, et tant que ça Mhm. sera tabou, bah, ça rajoute de la souffrance pour nous qui le traversons. Bah, parce que, comme je te disais tout à l'heure, on voit des gens qui nous évitent parce qu'ils ne savent pas quoi nous dire, et Oui, ça, c'est pas facile. c'est terrible, oui. Bah, Voilà. d'ailleurs, tu en parles aussi dans ton ouvrage, hein, quand tu reviens sur ton lieu de travail. Enfin, tu sens bien quoi que dans ton entourage professionnel aussi, bah, il y a plein de réactions complètement différentes les unes des autres. Et bien sûr, je pense que ça tend à être démocratisé et ça fait du bien parce que finalement, quelque part, on est tous confrontés à un moment donné au deuil, que ce soit bah, d'un proche. Bon, bien sûr, les enfants, c'est pas dans la logique des choses, mais c'est pour ça, comme tu dis, je pense que c'est extrêmement important, en tout cas en France de vrai, pour parler du deuil, complètement. Bah Bon, en tout oui. cas, merci beaucoup Sandra. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, un dernier mot, conscience qui s'éveille, ce que tu veux? Bah, moi, j'ai envie de te remercier sincèrement. Et puis bah voilà, n'hésitez pas, pour ceux qui seraient intéressés, de revenir vers moi à propos de l'association Les Mamans Lumineuses et les Papas aussi. Voilà, Bien c'est sûr, et puis ton un ouvrage sujet. aussi, ton ouvrage Oui, que bien je montre d'ailleurs à la caméra, hein. Alors hop, sûr. voilà, Les donc signes ton de ta ouvrage présence, ouais, qui est qui est un livre disponible. vraiment qui peut aider. Enfin, je le dis vraiment sans prétention, sincèrement, parce que je tiens à dire qu'on ne gagne pas sa vie en écrivant un livre, hein, que les choses soient claires. Euh, mais par contre, je suis convaincue qu'il peut être aidant. Donc voilà. Complètement. Mais oui, donc je précise aussi aux auditeurs, aux auditrices que ton ouvrage est disponible dans toutes les librairies. Il est aussi disponible en ligne. Et puis, comme je disais aussi en introduction, il est préfacé par Sonia Barkala. Donc, si vous voulez, il y a aussi une interview qui avait été enregistrée au micro de l'Éveil des consciences, justement, où Sonia nous explique un peu son premier documentaire sur les EMI. Et puis, ton ouvrage aide vraiment, même si bien sûr, quand on l'a pas vécu, en tout cas, en tant que parent, ça fait écho et on peut ressentir. Et puis, bien sûr, je pense surtout que c'est très aidant pour les personnes qui vivent ça, se sentir moins seules et se dire que les états aussi par lesquels ils passent, c'est tout à fait normal et c'est OK. Comme tu l'as très bien cité aussi, le psychiatre peut toujours aider. D'ailleurs, Oui, oui. c'est Christophe Fauré, hein. Fauré, oui, Ouais, Christophe Fauré, ouais, 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 pour les qui est personnes. vraiment, Mmh, c'est un peu notre chouchou, hein, dans le milieu du deuil. C'est un peu notre chouchou. C'est vrai qu'il a les mots, il ouais, sait, il complètement. sait, voilà, il Mmh, sait nous expliquer ce que nous traversons est normal, et c'est mmh, très apaisant, ça. Voilà. complètement. Bah, merci aussi à toi pour ton partage et merci aux auditeurs et aux auditrices. N'hésitez pas à relayer l'épisode et à commenter. Je serais aussi ravie de partager ça avec Sandra. On sera très contente de vous répondre. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines interviews. À bientôt. Au revoir Sandra, au revoir tout le monde.